Bonjour à tous. Je suis toujours dans le cadre des actes courants et techniques contractuelles, en essayant d'avoir une optique relativement large qui permet d'aborder des questions qui touchent à la pratique notariale en allant au-delà des seules questions d'actes courants et techniques contractuelles. Et je voudrais évoquer avec vous aujourd'hui une petite question qu'on a déjà évoquée de manière incidente à plusieurs reprises lorsqu'on a abordé la responsabilité du notaire ou les différentes précautions à prendre dans le cadre de contrats préparatoires, c'est la question des procurations et du mandat. Alors, à cette occasion, je n'insisterai pas sur deux points, mais je vous précise pour quelles raisons je n'insiste pas. D'abord, toutes les précautions à prendre dans le cadre de personnes vulnérables. Donc, cela renvoie au mandat de protection future, qui est une question importante, à propos duquel, justement, le notaire devrait, à l'avenir, jouer un rôle de plus en plus important. Je pense également à la gestion des mineurs et tous les actes qui peuvent être accomplis avec une représentation dont les modalités varient selon les hypothèses. Pour tous ces cas-là, qui touchent à les questions de mandat, et je vous renvoie aux journées en tout cas de l'INFN. Si vous allez sur le site de l'INFN, infn.fr, vous avez un onglet sur les replays. Et dans ces replays, vous avez plusieurs journées qui ont été organisées sur les personnes vulnérables, sur les personnes âgées, cela a donné lieu à des interventions en binôme avec des professionnels, des notaires, des médecins, des avocats, des universitaires, sur ces questions qui sont traitées de manière très détaillée, très technique pour un certain nombre d'entre elles, et qui constituent un très bon complément de votre formation. Donc pour ces questions-là qui renvoient à ces personnes vulnérables, eh bien je vous renvoie à ces cours qui sont librement disponibles sur le site de l'INFN, infn.fr, onglet replay, et vous avez toute une liste de journées organisées par l'INFN sur ces questions. Autre question que je n'aborderai pas, si ce n'est uniquement en l'invoquant, vous avez tous connaissance de ce décret du 3 avril 2020. Si vous êtes encore étudiant et que vous n'avez bien entendu pas encore eu l'occasion de l'expérimenter, c'est la possibilité d'une comparution à distance. Donc, il ne s'agit plus simplement d'obtenir des procurations numériques, il ne s'agit plus simplement de l'acte authentique électronique qui permet en la matière de signer un acte authentique avec deux notaires de chaque côté de l'écran. Le décret du 3 avril 2020, pour remédier à la situation exceptionnelle que nous vivons de l'état d'urgence sanitaire, est une bonne initiative dans son principe, puisqu'il s'agit justement de faciliter la signature d'un acte authentique avec un client qui utilisera la technologie DocuSign et un client qui n'est plus en présence de son notaire. Alors, c'est prévu jusqu'à la fin, un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. Le champ d'application est relativement large, sauf si technologiquement cette conclusion à distance n'est pas possible. Donc, il y a un certain nombre d'hypothèses, comme pour le testament, par exemple, authentique, où là, cela n'est pas envisageable, mais uniquement, non pas pour des raisons juridiques, mais pour des raisons technologiques. C'est un progrès technologique qui est assez important, qui demandera peut-être de repenser l'authenticité. Il est vrai que traditionnellement, on présente le notaire comme un témoin privilégié, mais c'est une vieille formule doctrinale qui doit évoluer avec le temps. On peut considérer aujourd'hui, et il me semble que cette question avait été clairement soulignée par Maître Lambert, on peut considérer que ce qui caractérise aujourd'hui l'acte authentique, c'est d'abord l'autorité. Ce qui fait l'authenticité d'un acte, c'est l'intervention d'un officier public et ministériel. Officier public et ministériel qui est un relais entre l'État et les citoyens, qui agit dans l'intérêt général, qui incarne un service public au service du public, et avec toute une série de règles de déontologie très strictes et un contrôle très strict des instances. C'est ça qui est à l'origine, et non pas un acte magique, mais qui est à l'origine de l'authenticité que l'on va attribuer à un acte. Donc, c'est lié à un statut. Donc, il est vrai qu'un certain nombre de professionnels aimeraient pouvoir accomplir des actes authentiques avec une force exécutoire, mais je crois qu'il y a un lien inextricable entre l'authenticité et le statut de celui qui est à l'origine de l'authenticité. Et donc, il faut être officier public et ministériel et accepter les contraintes qui l'accompagnent
pour pouvoir élaborer un acte authentique. Mais l'acte authentique, ce n'est pas simplement une autorité qui en justifie la force, mais également une nature, qui est de décréter une vérité. L'acte authentique n'est pas un acte probatoire en réalité. On va accorder à une personne de confiance, qui est le notaire, et les officiers publics en général, eh bien le pouvoir de décréter une vérité. Et c'est cette vérité qui crée de la sécurité juridique et qui constitue le socle fondamental d'un développement économique avec des actes qui ne sont pas susceptibles d'être remis en cause, ou alors très difficilement avec des procédures très lourdes que vous connaissez par cœur, procédure d'inscription de faux, procédure pénale avec toutes les conséquences qui en découlent. On est donc ici dans un acte authentique qui se caractérise par ces deux éléments essentiels, l'autorité, le statut de celui qui est à l'origine de cet acte et la fonction qu'on attribue à cet acte qui est de décréter une vérité. Alors, si pour cela maintenant les vecteurs d'une telle authentification, qui est le processus amenant vers l'authenticité, eh bien si ces vecteurs évoluent, eh bien c'est une bonne chose. Maintenant, il faudra faire très attention à ce que cela reste à l'intérieur de la profession. Et en attendant, eh bien c'est une mesure qui permet de remédier aux mesures de confinement et à cet état de crise sanitaire que l'on connaît aujourd'hui. Donc, je n'insisterai pas sur ce décret du 3 avril 2020. En revanche, je vous invite à lire un article très complet qui a été rédigé par Michel Grimaldi, Bernard Rénis et Charles Gisbert sur cette question du décret du 3 avril 2020 et qui a été publié aux Deux Frénois. Et c'est un article très complet sur le champ d'application de ce décret qui, a priori, n'a aucune limite, si ce n'est les limites technologiques de certains actes, et notamment sur l'avenir de ce décret et ce qu'il, justement, pourrait, en tout cas, laisser penser de l'avenir de l'acte authentique, qui, à mon avis, est simplement rénové en tenant compte des évolutions technologiques et puis de la situation économique et sociale que nous vivons aujourd'hui. Donc, je vous renvoie à cet article très bien écrit, et puis je vais continuer sur la question plus spécifique des procurations et des mandats. Alors, en la matière, vous savez que il y a un certain nombre d'obligations qui pèsent sur le notaire. Le devoir de conseil est relativement lourd concernant le notaire, et notamment lorsqu'il y a des procurations, le risque, ce sont des risques de falsification et que la personne à l'origine de ce mandat ne soit pas celle que l'on croyait. Et donc, il y a ici une opération très sensible pour les rédacteurs d'actes, pour les notaires, puisque les falsifications peuvent exister. D'ailleurs, en la matière, c'est la raison pour laquelle les procurations numériques, qui est une pratique très développée et qui est parfaitement valable, eh bien, rend plus difficile le travail de vérification que doit opérer le notaire. On sait qu'en la matière, le notaire a l'obligation de vérifier la sincérité des informations et de la signature, ce qu'il peut plus difficilement faire dans le cadre d'une procuration numérique où les risques de falsification sont plus importants. D'ailleurs, en la matière, la jurisprudence a bien compris qu'il était irréaliste de mettre à la charge du notaire une obligation trop lourde. C'est la raison pour laquelle, même s'il y a à la charge du notaire une obligation de vérifier la sincérité des actes, eh bien, dès lors que la falsification ne peut être découverte que par le biais d'une expertise, on considère que cela ne relève plus de la responsabilité du notaire. Et si une telle falsification ne pouvait être découverte par une vérification dans la limite des compétences du notaire, indépendamment de toute expertise, eh bien, on considère que le notaire n'est pas responsable. Et en la matière, on a une très belle illustration dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 26 février 2020. Je vous donne le numéro de pourvoi qui peut vous être utile pour revoir les faits, et je vais vous en dire quelques mots de cet arrêt. C'est le numéro 18-25671, 18-25671, donc arrêt de la première chambre civile du 26 février 2020. Dans cette affaire, vous aviez un certain nombre d'actes, notamment un prêt qui devait être garanti par une société. Il y a eu un certain nombre de procurations qui ont été remises au notaire,
avec notamment une assemblée générale et la signature des différents associés. Et on s'est rendu compte a posteriori que les paraphes avaient été falsifiés ainsi que les signatures de plusieurs associés. Et la Cour de cassation rappelle ici le principe que j'ai évoqué tout à l'heure, et qu'à partir du moment où il y a effectivement ce type de signature à distance de procuration, le notaire doit procéder à la vérification de la sincérité de ces signatures. Simplement, la limite, c'est sa compétence. Et si seule une expertise permettait de révéler ces falsifications, ce qui a été le cas en l'espèce, bien le notaire n'est pas responsable. C'est la conclusion de la Cour de cassation dans cette affaire de 2020. Donc ce n'est qu'une illustration puisque ce principe avait déjà été posé par un arrêt de la première chambre civile du 20 janvier 1998. D'ailleurs, sur ces questions de procuration et de procuration numérique et des obligations qui pèsent sur le notaire, vous avez au sein du JCPN un article écrit par mon collègue et ami Philippe Pierre sur cette question en aperçu rapide, en 2 pages. Il revient sur l'essentiel des questions qui se rapportent aux procurations. Donc, je vous renvoie aux bases de données LexisNexis. Et dans le JCPN, d'il y a à peu près 3 semaines, il y a un article de Philippe Pierre sur cette question qui peut être très intéressant. Alors, la procuration, lorsqu'on est praticien, on sait que ce n'est pas une bonne chose et on évite, dans la mesure du possible, de se contenter d'une simple procuration. Dans la mesure du possible, on préférait que les parties soient présentes physiquement. Et c'est ce principe que vous devez garder en tête. Il faudra toujours vous interroger lorsqu'une partie ne souhaite pas être présente physiquement, lorsqu'elle souhaite donner une procuration éventuellement à l'un des collaborateurs de l'étude, il faudra toujours en demander la raison à votre client afin d'être certain que le motif est légitime, puisque vous créez un risque supplémentaire dans l'hypothèse où une procuration est signée. Ce risque, c'est bien entendu le risque d'avoir une personne qui est sous l'emprise d'une autre personne ou qui peut éventuellement ne pas être totalement ne maîtrise pas totalement ses capacités au moment où l'acte devrait être établi, qui peut éventuellement même entre-temps être décédé. Enfin, ce sont des hypothèses qui ne sont pas que des hypothèses d'école. La procuration crée un risque supplémentaire de par la distance et puis notamment le temps qui s'écoule entre la procuration qui a été accordée et la signature des actes. Donc, le mieux est de trouver une autre solution que l'élaboration d'une procuration. Ensuite, il faut encourager, c'est un autre principe qu'il faut garder en tête lorsque vous envisagez une procuration, il faut envisager une procuration par acte authentique. Certes, vous le verrez, ce n'est pas toujours une condition de validité. Vous pouvez, dans un certain nombre de cas, vous contenter d'une procuration sous signature privée, puisque pour un certain nombre d'actes, notamment une vente immobilière par exemple, l'acte authentique n'étant pas une condition de validité, mais simplement une condition préalable pour pouvoir procéder à la publicité de l'acte et le rendre opposable au tiers, eh bien, dans ce cas-là, la procuration qui précède cet acte peut être une procuration sous signature privée. Sauf que c'est vrai qu'il y a une forme d'incohérence, puisqu'il y aura tout de même un acte authentique qui sera élaboré à un moment donné. Donc c'est assez étrange de se contenter d'une procuration sous signature privée, mais c'est possible, dès lors que ce n'est pas une condition de validité. Mais il faut tout de même garder en tête que la procuration authentique est beaucoup plus réduit en tout cas les risques de falsification. Alors, attention, il ne faut pas confondre la vérification de signature à laquelle procède le notaire, que devrait en réalité effectuer les services d'état civil et donc la mairie, mais que le notaire peut éventuellement lui-même effectuer, et puis très souvent, il va doubler ça d'un certain nombre de précautions, envoyer un mail dans lequel il demande la confirmation d'un certain nombre d'informations, mais il est vrai que la vérification de signature par le notaire ne rend pas pour autant la procuration authentique. Ce sont 2 choses radicalement différentes. Alors, sur ces questions de procuration, vous avez bien compris, donc il y a un principe, c'est pas de procuration. Il y a un autre principe, c'est s'il y a une procuration, le mieux, c'est qu'il y ait une procuration authentique. Et si on doit faire une procuration sous signature privée, il faut procéder à une vérification de signature pour essayer, alors par différents procédés que l'on connaît bien en pratique, de réduire les risques. Ça ne veut pas dire pour autant, si vous ne vérifiez pas la signature, que la procuration n'est pas valable. Sauf que s'il y avait un certain nombre d'éléments qui auraient dû attirer votre attention et qui
privent d'efficacité une telle procuration et remettent en cause la validité ou l'efficacité d'un acte que vous avez instrumenté, eh bien, on pourrait vous en rendre responsable parce que vous n'avez pas pris toutes les mesures nécessaires, vous n'avez pas mis tous les moyens à votre disposition pour justement limiter les risques liés à l'utilisation d'une telle procuration. Alors, sur la question du mandat et de la procuration, il y a, vous le savez désormais, toute une série de dispositions qui figurent au sein du Code civil sur la représentation. Et il y a un article en particulier qui nous intéresse, qui a suscité pas mal d'interrogations, notamment dans la pratique notariale, c'est l'article 1161 du Code civil. Cet article 1161 considère qu'il peut y avoir des cas de conflit d'intérêts entre personnes physiques, et ce qui explique justement que on ne peut pas, et ce sont les deux cas de conflit évoqués à l'article 1161, on ne peut pas à la fois être le représentant de quelqu'un et agir dans son propre intérêt. Il y aurait un conflit d'intérêts interne, de cette manière, entre la personne avec laquelle je vais conclure un contrat et les intérêts de cette personne que je suis censé représenter. Et il y a un deuxième cas de conflit d'intérêts, c'est celui qui nous intéresse le plus, c'est l'hypothèse où une seule personne vient représenter deux autres qui sont en opposition d'intérêts. Donc, c'est une précision qui a été apportée notamment par la loi de ratification du 20 avril 2018, puisque la première version de l'article 1161 découlant de l'ordonnance du 10 février 2016 manquait de précision. Donc, désormais, ça ne concerne que les personnes physiques. Voilà la précision apportée par la loi de ratification. Et bien entendu, dans les cas de représentation de plusieurs personnes, eh bien, il faut que ces personnes soient en opposition d'intérêts pour qu'on soit dans une situation de conflit d'intérêts. Là aussi, c'est une précision qui a été apportée par la loi de ratification du 20 avril 2018. Alors, justement, l'alinéa premier nous dit, voilà quels sont les cas de conflit d'intérêts. Ensuite, il est possible, justement, de ne pas en subir les conséquences, c'est-à-dire que ça n'entraînera pas pour autant la nullité des actes qui ont été accomplis, si il y a une autorisation de la loi. Il y a des cas où la loi autorise ces cas de conflit d'intérêts. Dans ce cas-là, la dérogation légale permet d'échapper à toute sanction. Et il y a l'hypothèse où la personne qu'il faut protéger, eh bien, donnera, et notamment les mandants, dans l'hypothèse d'une multiple représentation, il y a la possibilité d'une autorisation, donc préalable, ou d'une ratification a posteriori. Donc on voit bien la logique de l'article 1161, c'est qu'on identifie les hypothèses à risque de conflit d'intérêts et on explique dans la ligne 2 que néanmoins, dans ces cas où il y a un risque de conflit d'intérêts, eh bien, il faut, pour valider les actes subséquents, il faut une autorisation préalable des personnes concernées, les représenter, ou alors une ratification a posteriori des personnes représentées. Alors, quelles conséquences cela peut avoir dans la pratique au quotidien des notaires? Mais on connaît cette pratique qui consiste à confier à un ou plusieurs collaborateurs le soin de représenter un client qui est absent. Et il arrive également en pratique, et bien avant l'ordonnance du 10 février 2016, qu'un collaborateur soit chargé de représenter plusieurs clients. Alors justement, dans le principe, est-ce qu'un collaborateur peut représenter plusieurs parties au sein de l'étude pour l'acte qui va être instrumenté par le notaire? Oui, c'est parfaitement envisageable. Généralement, on envisage une représentation d'un collaborateur de l'étude sans précision, sans donner un nom en particulier, dans l'hypothèse où le collaborateur pourrait être indisponible, ou alors dans une situation lui-même de conflit d'intérêts. Donc, on peut désigner de manière très générale un collaborateur. Maintenant, il faudra bien vérifier lorsqu'il va représenter des parties, puisqu'il pourrait être amené par une clause qu'on appelle en pratique une clause de multi-représentation, être amené à représenter plusieurs personnes au cours de ce processus contractuel. Il faudra vérifier que les personnes ne sont pas en opposition d'intérêt. Alors, dans quel cas peut-il y avoir des situations d'opposition d'intérêt? Si on a un collaborateur, par exemple, qui représente à la fois le vendeur et la banque, on peut considérer dans cette hypothèse qu'il n'y a pas réellement opposition d'intérêt. Il peut être amené notamment à représenter plusieurs acquéreurs. Normalement, mais après il peut y avoir des cas particuliers, mais normalement, plusieurs acquéreurs, on doit pouvoir considérer ici qu'il n'y a pas opposition d'intérêt, comme il pourrait être amené à représenter plusieurs vendeurs.
Bien sûr, il peut y avoir des cas particuliers dans lesquels la situation révélerait que même en étant uniquement plusieurs acquéreurs d'un même bien, il se peut qu'entre eux, ils aient des situations conflictuelles. Et dans ce cas-là, il faudra les identifier. Mais d'une manière générale, voilà des hypothèses où il n'y a pas de conflit d'intérêt. En revanche, un collaborateur qui voudrait représenter la banque et l'acquéreur, là, on a une situation qui est plutôt une situation d'opposition d'intérêt. Ou alors qui voudrait représenter le vendeur et l'acquéreur, là, on a une situation d'opposition d'intérêt. Mais encore une fois, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a bien ici une situation de conflit d'intérêt au sens de l'article 1161 alinéa 1er, mais il est parfaitement envisageable eh bien, de valider cette opération, soit a priori par une autorisation des parties concernées, donc des mandants, des représentés, soit par une ratification a posteriori. Par exemple, on a vu la situation, notamment à propos des banques. On s'est demandé si justement la représentation parfois par un collaborateur d'une banque dans une situation de conflit d'intérêts, est-ce que ça prohibe de manière absolue toute représentation de l'établissement bancaire? Eh bien non, et il suffit tout simplement dans la procuration qui est confiée au collaborateur, eh bien d'autoriser celui-ci à représenter une autre partie, par exemple l'acquéreur, ce que certains établissements bancaires avaient déjà commencé à faire, puisque dès que les procurations des banques sont une procuration type, il est assez rare que la banque accepte que l'on modifie la moindre virgule ou le moindre mot, mais certains établissements bancaires ont pris l'initiative justement d'introduire une clause dans laquelle elles autorisent le collaborateur à représenter également éventuellement l'acquéreur, et donc cette autorisation préalable au sein de la procuration permet justement de valider l'acte et de ne pas être sanctionné au fondement de l'article 1161 du Code civil. Donc ça, c'est une hypothèse qui est assez simple et qu'on arrive aujourd'hui à appliquer en pratique sans trop de difficultés. En revanche, il faut faire attention à la situation du notaire qui, là, est particulière, c'est que la question s'est posée en pratique de savoir si le notaire instrumentaire pouvait, lui, représenter une partie, voire les deux parties. Mais non. Non, parce que ce notaire instrumentaire qui va instrumenter et recevoir l'acte, lui, ne peut absolument pas représenter une partie. Ça fait partie même de l'essence même de l'officier public et ministériel, qui est d'intervenir de manière impartiale, indépendante. Il agit dans l'intérêt de l'acte, il n'agit pas dans l'intérêt d'une partie. C'est toute la différence avec d'autres professionnels du droit. Donc, dans ces conditions, le notaire qui est instrumentaire ne peut absolument jamais représenter une partie. Le notaire qui est en concours se trouve dans la même situation, puisque lui-même va être amené avec l'autre notaire, va être amené à signer et recevoir l'acte, et par conséquent, il ne peut pas représenter une partie. En revanche, le notaire en participation, sauf prohibition légale, il y a des cas de représentation qui sont prohibés par l'article 36.4 du règlement national, mais en dehors de cette hypothèse, de ces hypothèses particulières, un notaire en participation, lui, peut éventuellement représenter l'une des parties, puisqu'il ne sera pas amené à signer ou à recevoir l'acte. Donc là, il n'y a aucune difficulté le concernant. Et dans les hypothèses où la représentation n'est pas envisageable, eh bien, on peut confier au notaire en participation une délégation de signature qui n'est pas une vraie représentation. Il a la possibilité de signer à la place d'une autre, mais en aucun cas il ne peut agir sur le contenu, modifier le contenu ou négocier de nouveau le contenu de l'acte. Ce n'est qu'une délégation de signature, forme de représentation purement matérielle, limitée à cet acte précis qu'est la signature de l'acte. Donc voilà, en termes de représentation, les questions qui pourraient se poser. Alors, au-delà de ces questions de conflit d'intérêts, un dernier mot sur la forme que doit prendre, que doit respecter la procuration. Il y a un certain nombre d'hypothèses que vous connaissez pour lesquelles les procurations sont interdites. Il ne peut pas y avoir de mandat, il ne peut pas y avoir de procuration. C'est bien entendu l'hypothèse du testament authentique, mais il y en a d'autres. Il y a comme hypothèse un peu particulière celle qui relève de l'article 2131 du Code des collectivités territoriales, où en la matière on considère qu'il n'est pas possible de passer par le biais d'une procuration ou d'un mandat dans les circonstances très particulières des collectivités territoriales. Mais cet exemple-là m'intéresse moins. Il y en a un autre pour lequel vous devez prendre plus de précautions.
c'est que pour qu'il y ait procuration, encore faut-il que la personne que l'on va représenter soit capable de comprendre ce que vous lui dites, donc capable d'écrire, capable de signer, et donc nécessairement, si vous avez une personne qui est analphabète, ou si vous avez une personne qui est aveugle, dans ce cas-là, la procuration doit être bannie, puisque en amont, les conditions même de la signature de cette procuration ne seront pas réunies. De la même façon, à côté de ces mandats qui sont impossibles, il y a des cas où le mandat doit respecter un parallélisme des formes. Alors, la règle du parallélisme des formes, elle est un peu particulière, c'est-à-dire que l'acte projeté, qui peut être, je ne sais pas, une donation, une hypothèque ou une vente d'immeuble à construire, l'acte projeté doit respecter un certain nombre de règles de forme. Ces règles de forme, elles sont pour un certain nombre exigées ad validitatem, et notamment, ces règles de forme, il peut s'agir soit de l'élaboration d'un acte authentique, comme condition ad validitatem de l'acte, ou des mentions manuscrites qui sont exigées ad validitatem. Dans ce cas-là, est-ce qu'on doit nécessairement, au stade même de la procuration, au stade même du mandat, eh bien, respecter les formes de l'acte projeté? En la matière, ce qui se dégage de la jurisprudence et tel que la doctrine l'a interprété, c'est que ce principe de parallélisme des formes, de transposition dans le mandat des règles de forme qu'il faut respecter dans l'acte projeté, eh bien, cette transposition ne se fait pas automatiquement. Il faut d'abord regarder quelle est la finalité de la règle de forme. Une règle de forme est généralement là pour remplir une fonction, le plus souvent une fonction de protection d'une personne, d'une partie à l'acte. Et donc, c'est en fonction de cette finalité, eh bien, qu'on appliquera le parallélisme des formes ou non. Par exemple, prenons une hypothèque. L'hypothèque, eh bien, doit, et c'est une condition de validité, l'hypothèque conventionnelle, prendre la forme d'un acte notarié, d'un acte authentique. Donc, si j'ai un mandat, donc l'une des parties à cette convention, qui est absente, que ce soit le constituant de l'hypothèque ou le créancier. S'il s'agit du constituant, eh bien entendu, l'acte authentique qui est demandé dans le cadre de l'hypothèque est demandé parce que c'est un acte grave dans lequel il faut prendre un certain nombre de précautions. Cela porte sur un bien immobilier qui suppose l'établissement d'un tel acte pour procéder ensuite à sa publication. Mais l'acte authentique est exigé ad validitatem, à la différence de la vente immobilière, où l'acte authentique est une condition d'opposabilité et donc de publicité, et donc de publication au service de publicité foncière. Dans l'hypothèque, c'est très différent. Donc, lorsque on a un acte authentique, l'une des raisons d'être de cette forme authentique, c'est de protéger le constituant qui va accomplir un acte très grave. Et c'est la raison pour laquelle, si le constituant est absent, eh bien, la procuration devra elle-même être authentique pour pouvoir respecter le principe de parallélisme des formes. En revanche, est-ce que l'absence du créancier, qui va lui aussi donner une procuration à un collaborateur de l'étude, est-ce que cette procuration du créancier doit nécessairement prendre la forme d'un acte authentique? Eh bien non. Si on respecte la règle selon laquelle le parallélisme des formes suppose de se demander au préalable quelle est la finalité de la règle de forme, eh bien la finalité n'est pas là pour protéger le créancier, l'acte authentique, pardon, n'est pas là pour protéger le créancier, mais pour protéger le constituant. Par conséquent, la procuration du créancier absent peut être une procuration sous signature privée, elle n'a pas besoin d'être authentique. Et on retrouve ce mode de raisonnement eh bien, dans tous les actes. Dans la plupart des cas, le parallélisme des formes devra être respecté dans le cadre des mandats solennels. Si des actes solennels doivent être accomplis, eh bien, le mandat doit être lui-même authentique. Et il y a de nombreuses hypothèses de ce type, une vente d'immeuble à construire ou la donation partage. Alors, il y a une exception, disons qu'il y a une exception qu'on connaît bien en matière, pour les sociétés civiles, c'est celle qui est prévue par l'article 1844-2, qui est très intéressante, qui évoque le cas des hypothèques ou sûretés qui peuvent être données par délibéré ou délégation, qui se fait sous signature privée. Et donc, la procuration, finalement, qui est donnée dans le cadre des sociétés civiles pour des actes solennels, eh bien, peut être une procuration sous signature privée. C'est une exception qu'il faut connaître, qui est prévue à l'article 1844-2 du Code civil, exception à laquelle je vous renvoie. Concernant ces questions
de forme et de parallélisme des formes, ce sont des réflexes qu'il faut avoir dans un certain nombre d'hypothèses. Je vous ai donné l'exemple de l'hypothèque, mais je peux également prendre l'exemple du cautionnement. Lorsqu'on est amené à instrumenter un acte de cautionnement, ce n'est pas très souvent le cas. Il est vrai que le plus souvent, on aura des contrats de cautionnement sous signature privée, mais lorsque ce contrat de cautionnement prendra la forme d'un acte authentique, eh bien, on s'est interrogé sur la procuration et le parallélisme des formes qui devaient être respectés. Si vous avez un contrat de cautionnement qui est authentique et avec une procuration sous signature privée, dans ce cas-là, le contrat de cautionnement authentique vous dispense des mentions manuscrites. Alors, en revanche, pour la clause de solidarité, on est toujours tenu à la rédaction d'une telle clause, mais pour ce qui est justement des mentions manuscrites exigées ad validitatem, notamment pour les cautionnements de personnes physiques, et qui est prévu par le Code de la consommation aux articles L341.2 et L341.3 du Code de la consommation, eh bien, il faut savoir que si le cautionnement est authentique, on est dispensé de ces mentions. En revanche, si la procuration est sous signature privée, sachant que le cautionnement authentique n'est pas une condition de validité, c'est juste pour en renforcer l'efficacité, mais donc la procuration peut être une procuration sous signature privée, mais dans ces conditions, les mentions manuscrites exigées ad validitatem dans cette hypothèse devront être respectées au stade de la procuration. En revanche, si on a une procuration authentique, eh bien, les mentions manuscrites n'ont pas besoin d'être respectées au stade de la procuration et n'auront pas non plus à figurer dans le contrat de cautionnement qui est lui-même authentique, sous réserve, bien entendu, encore une fois, de cette clause de solidarité. Autre question de ce type, c'est la renonciation à une condition suspensive. Vous savez, dans l'hypothèse du Code de la consommation, s'il est applicable, il faut une mention manuscrite sans formule sacramentelle imposée par la loi. Et on s'est demandé si cette précaution rédactionnelle, cette mention manuscrite, lorsqu'il y avait un mandat, eh bien, devait être respectée au stade de la procuration, au stade du mandat. Oui, là encore, cette mention manuscrite pour renoncer au bénéfice de la condition suspensive applicable au Code de la consommation, je crois que c'est 313.41, L313.41 du Code de la consommation, mais je n'ai pas vérifié, mais de mémoire, je crois que c'est cela, eh bien, il faudra la respecter au stade même du mandat. Donc, on voit ici qu'il y a des réflexes à avoir. Il n'y a pas de danger particulier, mais bien identifier l'acte qui est projeté, et c'est en fonction de l'acte projeté eh bien, que vous arriverez à identifier la forme du mandat. Doit-il intégrer un certain nombre de mentions manuscrites? Doit-il prendre lui-même la forme d'un acte authentique si l'acte projeté est un acte solennel? Voilà des questions assez simples qu'il faut se poser lorsqu'on rédige une telle procuration. Alors pour finir, au-delà du notaire, je l'avais dit par ailleurs, mais je vous le rappelle ici, il faut vérifier également, quand on est agent immobilier, il faut vérifier la sincérité de la signature. C'est quelque chose qui, auparavant, en 2016, avait en réalité, de manière assez étrange, on en avait dispensé l'agent immobilier, il n'avait pas à vérifier la sincérité de la signature. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'était dans une hypothèse particulière qui était celle de l'article 271.1 sur le droit d'intractation. Il faut savoir aujourd'hui que l'agent immobilier, comme n'importe quel rédacteur professionnel, puisqu'on a créé cette catégorie très large des rédacteurs professionnels, doit lui aussi vérifier la sincérité de la signature, et s'il ne le fait pas, il engage sa responsabilité. Voilà, je voulais juste vous rappeler donc en quelques mots les grands principes qui gouvernent les questions de procuration, les grands principes qui s'appliquent au mandat, et notamment cet article 1161 qui est celui qui concentre l'essentiel des interrogations. Et vous voyez que désormais sa nouvelle rédaction permet de l'appliquer de manière assez simple, mais toujours en vérifiant qu'il n'y a pas d'opposition d'intérêt, et s'il y a opposition d'intérêt, faire en sorte qu'il y ait une autorisation préalable ou une ratification préalable du ou des représentés. C'est l'esprit de cet article 1161. Alors j'en ai fini avec cette question, et je le dis et je le répète, cette question du mandat qui n'est pas ici approfondie, parce que les questions les plus intéressantes, à vrai dire, aujourd'hui, sont les représentations concernant les personnes vulnérables, et notamment le mandat de protection future, et les autres mandats
de ce type. Et je vous renvoie à infn.fr et aux journées qui ont été consacrées à ces différentes questions, des journées complètes, hein, sur une journée entière. Vous avez des interventions diverses et variées de professionnels et d'universitaires et même de médecins. Et ça peut être très utile, notamment sur les personnes vulnérables, de savoir quelles sont les précautions à prendre, quelles sont les questions qu'il faut poser. Donc vraiment, je vous invite à titre complémentaire à regarder ces vidéos sur ces différents sujets. Alors, je vais maintenant passer à un autre thème. Et dans le cadre des actes courants et techniques contractuels, je ne vais pas épuiser le sujet aujourd'hui, mais vous avez des biens particuliers qui supposent de prendre des précautions particulières. Parmi ces biens particuliers que nous verrons par la suite, il y a l'opération ou la vente qui porte sur un bien loué, il y a les cas de cession qui concerneraient un bien indivis, et puis il y a en particulier, et c'est le point sur lequel je voudrais m'attarder avec vous maintenant, la cession d'un bien pollué ou potentiellement pollué. Alors en la matière, je mettrai à votre disposition, je verrai par quel procédé technologique je peux le diffuser assez facilement, mais je vais mettre à votre disposition un PowerPoint d'une 60aine de pages sur la cession d'un bien pollué ou potentiellement pollué. Pourquoi? Parce qu'en réalité, outre les difficultés liées à la multiplication des textes et à la combinaison du droit spécial et du droit commun, c'est essentiellement une question de méthode. Que quand on a affaire à un bien pollué ou potentiellement pollué, il faut savoir quelles sont les vérifications préalables à opérer, quelles sont les précisions à apporter, quelles sont les questions qu'il faut poser. Et en réalité, on voit bien que tout est une question de manière de faire. Il y a une manière de faire qui permet d'identifier les risques et de gérer les risques liés à une éventuelle pollution. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend quand on est en études, quand on a la chance de faire des opérations de ce type, qui sont des opérations complexes où on passe beaucoup de temps à récolter des informations, à poser des questions ou à se poser des questions ou à poser des questions aux parties prenantes. Et ça, il faut vraiment que vous appreniez cette méthode et qui donne lieu ensuite à la rédaction de clauses assez difficiles à rédiger parce que ce sont des clauses sur mesure qui parfois font des dizaines, une cinquantaine, voire une centaine de pages pour des sites industriels importants. Eh bien, ça, c'est une rédaction qui intervient en aval, mais en amont, il y a tout un travail de préparation que vous devez maîtriser. Alors justement, quand on est dans une hypothèse de biens pollués ou potentiellement pollués, il y a deux temps, comme vous venez bien de le comprendre à travers mes quelques mots introductifs. Il y a deux temps importants. Il y a le temps de la préparation du dossier. Je vais préparer un dossier ayant pour objet un bien pollué ou potentiellement pollué. Et puis le deuxième temps, qui est la rédaction du contrat. Et l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Sans une bonne préparation, votre rédaction sera médiocre. Donc il faut bien maîtriser ces deux temps. Mais avant d'évoquer ces deux temps dans la cession d'un bien pollué, je voudrais, dans des propos introductifs, vous faire prendre conscience de la difficulté que l'on peut rencontrer et des dangers auxquels le notaire est exposé lorsqu'il y a vente d'un bien pollué ou potentiellement pollué. Parce que ce n'est pas la valeur du bien qui détermine l'enjeu financier de l'opération. Pour être clair, vous pouvez vendre un bien, être à l'origine d'un acte de vente de 150 000 ou 200 000 euros, et vous retrouvez derrière avec une dette environnementale qui peut monter jusqu'à 1, 2, 3 ou plusieurs millions d'euros. Et si vous n'avez pas bien fait les choses, et que, en tant que rédacteur professionnel, vous avez commis une faute qui est à l'origine justement de ces désagréments, eh bien vous engagerez votre responsabilité avec un prix de l'opération qui est largement inférieur aux enjeux financiers, puisque une maison de 200 000 euros pour une dette environnementale de plusieurs millions, vous voyez bien que les risques que l'on peut prendre dans ce type d'opération peuvent être des risques très importants. Alors, lorsqu'on, à titre introductif, on s'intéresse aux sites pollués ou potentiellement pollués, le premier réflexe d'un juriste, c'est de chercher une définition. On se rappelle de la formule du philosophe, hein, il faut débuter par définir pour ne pas finir par buter. Eh bien, la définition, elle ne figure pas dans la loi, mais si vous allez sur le ministère de l'écologie, le ministère de la transition écologique et solidaire, eh bien, on a cette définition de ce qu'est un site pollué. Et vous allez voir que ça ne nous avance pas beaucoup, mais en tout cas, on arrive à identifier les hypothèses qui peuvent être concernées. Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets
ou d'infiltration de substances polluantes présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement. Donc, on a une définition relativement large dans laquelle on voit à la fois la question spécifique des déchets et des exploitations qui pourraient polluer les sols. On est dans une hypothèse relativement large puisque ça ne renvoie pas à une activité industrielle en particulier. Il peut s'agir d'installations particulières, comme on le verra, hein, les installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE, mais on peut avoir des cas de pollution dans des opérations de droit commun et qui n'ont rien à voir avec le droit spécial. La pollution n'est pas nécessairement une pollution très grave, mais c'est une pollution qui peut nuire à un projet immobilier, qui peut nuire à la santé des personnes, qui peut nuire tout simplement à la nature ou à l'environnement. Donc on a finalement une définition assez compréhensible et assez large de ce qu'est la pollution. Donc, pas plus d'informations que cela, mais en tout cas, sachez que la définition existe. Après, la difficulté pour vous, et ça, il faut que vous en ayez conscience, et c'est vraiment la toile de fond qui va vous permettre d'aborder cette opération de cession d'un bien pollué ou potentiellement pollué de manière plus sereine. D'abord, vous allez devoir combiner le droit privé et le droit public. Alors, c'est une très grosse difficulté parce que vous allez voir qu'en fonction justement des interlocuteurs, que ce soit la mairie, la préfecture, eh bien, vous allez avoir des textes de droit administratif, des recours éventuellement avec des délais de prescription différents. Et ces délais sont très importants pour vous, vous le verrez, pour la rédaction de certaines clauses, comme la clause de garantie de passif environnemental. Donc, ce contentieux administratif qui vous intéresse un peu moins, parce que vous n'intervenez pas en aval, mais vous est indispensable pour pouvoir rédiger des clauses efficaces en amont. Donc, il faudra regarder comment, justement, les questions en matière environnementale et de sites pollués sont traitées par les juridictions administratives. Et vous avez toute une série de textes très technocratiques, avec des termes qui sont des termes très imprécis, très ambigus, qui n'ont pas le même sens en droit privé, ne serait-ce que le terme de détention, par exemple, pour des déchets. Le détenteur en droit civil n'a rien à voir avec le détenteur tel que l'entend le Code de l'environnement. Donc, il va falloir en permanence combiner des instruments de droit privé et des instruments de droit administratif, une rhétorique civiliste et une rhétorique publiciste, et qui ajoute à la difficulté. Donc, ne jamais oublier qu'il y a deux pans, et lorsque vous faites vos recherches, eh bien, ne négligez pas l'un ou l'autre pan en fonction de votre spécialité. Deuxième difficulté, vous allez devoir articuler du droit dur avec des textes qui imposent un certain nombre d'obligations, obligation d'information, obligation de suivi, obligation de faire ou de ne pas faire. De ce côté-là, il n'y a pas trop de difficultés, mais à ce droit dur, il va falloir accoler un droit souple. Il y a des normes AFNOR, il y a un certain nombre de directives ou de circulaires ou de guides, de guidelines, en tout cas de directives qui viennent de différentes autorités publiques. Et très souvent, on va voir que le meilleur moyen de sécuriser un acte, c'est de se référer à ces normes techniques, de se référer à ces règles relevant de la soft law pour être sûr justement de ne pas utiliser le mauvais terme et pour bien être sûr d'être en accord avec ce qui a été prévu par les autorités publiques. Donc, il y a cette conciliation permanente du droit souple et du droit dur qui ajoute encore à la difficulté de la préparation, de la constitution des dossiers en matière environnementale. Autre difficulté, le droit positif et le droit prospectif. Alors, vous allez me dire, en tant que praticien, je ne suis pas là pour faire du droit prospectif, je suis là pour appliquer, dans la mesure du possible, en faisant preuve d'imagination éventuellement, le droit positif. Oui, sauf que ce que j'appelle le droit prospectif, ce sont des textes qui existent, qui ne sont pas encore entrés en vigueur parce qu'il n'y a pas encore de décret d'application, mais qui nous donnent déjà un éclairage de ce qu'il faut entendre par telle ou telle notion qui est développée par la jurisprudence et qui demain sera sacralisée par le législateur. Et vous allez voir qu'en la matière, notamment sur la responsabilité des sols pollués, où on va parler des propriétaires fonciers qui peuvent être responsables, notamment l'article L556.3 du Code de l'environnement, qui attend encore son décret d'application, mais qui pose une hiérarchie des responsables en matière environnementale. C'est un texte que vous devez avoir en tête, puisqu'il vous donne un peu l'idée
de ce que la jurisprudence a envie de créer, de ce qu'elle est en train de créer et qui a été formalisé par le législateur et qui n'est pas encore entré en vigueur. Voilà une autre difficulté, c'est justement la combinaison du droit positif, celui qui est posé, qui existe, qui est entré en vigueur, et ce droit prospectif. Autre difficulté, vous allez devoir harmoniser la réglementation très dense, très complexe en matière environnementale et les clauses contractuelles. Et notamment, l'art de la clause qui caractérise le notaire est ici un art qui est très difficile à mettre en œuvre, puisque vous allez devoir rédiger des clauses sur mesure, et des clauses, comme je vous le disais tout à l'heure, qui, dans la mesure du possible, doivent utiliser les mêmes termes que l'administration. C'est-à-dire que, on verra, le fait de dire dans une clause que le vendeur s'engage à vendre un bien dépollué, voilà une formule qu'il ne faut absolument jamais utiliser. Parce que techniquement, un bien ne peut jamais être totalement dépollué, parce que vous iriez au-delà de ce que la loi exige. La loi dit simplement qu'il faut qu'on ait un bien qui soit conforme à l'usage projeté, et donc tout l'intérêt, c'est de déterminer clairement l'usage que veut en faire l'acquéreur, et l'engagement qui est pris par le vendeur se limite justement à cet usage qui a été convenu, sauf après cas particulier. Mais ce n'est qu'un exemple, pour vous dire que parler de remise en état ou de réhabilitation, ce n'est pas parler de dépollution. Et il faut donc être très très prudent dans la rédaction des clauses contractuelles qui doivent coller à la réglementation applicable. Et puis, dernier élément, peut-être l'un des plus importants, c'est qu'il va falloir en permanence combiner le droit spécial, c'est-à-dire le droit applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, dit CPE, et le droit spécial des déchets et le droit spécial également des biens qui se trouvent dans une zone de plan de prévention, dans un secteur d'information sur les sols pollués, les SIS. Donc, il y a toute cette série de règles spéciales qu'il faut bien maîtriser, et également le droit commun. Parce que, et vous vous en rendrez compte, en pratiquant, 70% des terrains pollués aujourd'hui ne sont pas des terrains qui appartiennent à une catégorie spéciale. Ils ne relèvent pas des ICPE, il n'y avait pas de déchets à proprement parler sur ces terrains, et c'est donc le droit commun qui va s'appliquer. Il y a toute une série d'opérations également qui ne relèvent pas des textes spéciaux. Lorsque vous avez un apport en société, lorsque vous avez une cession de fonds de commerce, lorsque vous avez une transmission d'entreprise, cession de droits sociaux avec des actifs immobiliers, eh bien, les règles très strictes, très contraignantes qui sont prévues pour les ICPE ou les déchets, eh bien, très souvent, ne sont pas applicables à ces opérations, et il va falloir, ici, eh bien, appliquer le droit commun, c'est celui de la garantie des vices cachés, certes, mais surtout les clauses, rédiger des clauses de garantie de passif, des clauses de non-garantie en matière de vices cachés, et tout cela suppose de bien maîtriser, là encore, les instruments de droit commun. Alors en la matière, pourquoi est-ce que le notaire, en tant que rédacteur, mais tout professionnel en réalité de la rédaction, joue un rôle fondamental en la matière? Alors spécifiquement pour le notaire, parce que on est dans un processus où les intérêts publics sont inextricablement liés aux intérêts privés. Lorsqu'il y a un cas de pollution, ce n'est pas uniquement le propriétaire, le vendeur ou l'acquéreur qui est concerné. Ce sont toutes les conséquences qui peuvent être liées à cette pollution, pollution des sols, pollution de la nature, mise en danger de personnes, nuisances qui peuvent porter atteinte à la santé d'un certain nombre d'individus. Donc on voit bien ici qu'on est à mi-chemin entre l'intérêt général et les intérêts particuliers. Et c'est ici que le notaire a son rôle naturel à jouer. C'est une interface, un relais entre l'intérêt général et ses intérêts particuliers. Et donc il a un rôle fondamental à jouer ici pour garantir l'effectivité des règles en matière environnementale et l'efficacité des politiques environnementales. Également, il a un rôle de juge de l'amiable, ça on le sait, mais en matière environnementale, et j'aime bien cette expression qui est utilisée par un ami, Olivier Ernberger, qui est notaire dans les Hauts-de-Seine, qui a beaucoup écrit sur le sujet. Vous verrez que je reviendrai sur ses écrits qui sont assez précieux en la matière. Il disait que finalement, ici, on a une sorte de préfet du contrat. C'est que le notaire joue le rôle de préfet du contrat en matière environnementale. Donc, il est un relais de l'État, un juge de l'amiable, un préfet du contrat. Je crois que c'est une très belle expression pour traduire justement ce rôle fondamental du notaire dans les opérations qui touchent aux biens pollués, ou potentiellement pollués. Il y a, et là aussi c'est inextricablement lié au notaire, mais là à tout professionnel de la rédaction, il faut un relais contractuel. Nécessairement,
dans des opérations de ce type, c'est le contrat qui va permettre de gérer sur mesure le risque environnemental. C'est le contrat qui va permettre d'expliquer des termes très ambigus, très difficiles à comprendre du droit de l'environnement, parce qu'il faut comprendre que le droit de l'environnement à l'origine a été rédigé par des ingénieurs. Ceux qui faisaient de l'environnement, c'était les ingénieurs. Et le droit de l'environnement a d'abord été construit par des ingénieurs, ce qui donne une sorte de palimpseste de texte où des termes très techniques côtoient des termes très juridiques. Et donc, il faut que le contrat prenne le relais pour venir expliquer tous ces termes ambigus. Et puis, le notaire est aussi là par le contrat pour permettre aux parties d'être informées, l'acquéreur bien entendu, mais également les autorités publiques, puisque les informations qui vont être récoltées dans le cadre de cette opération sont des informations qui seront ensuite très précieuses pour les autorités publiques. Et ce contrat, de toute manière, est un relais indispensable puisque ce sont les autorités administratives elles-mêmes et le législateur lui-même qui encouragent l'utilisation de l'instrument contractuel, qui est un instrument suffisamment souple et flexible pour pouvoir justement concilier les intérêts et mieux préserver l'environnement. On le verra notamment avec le fameux tiers substitué dans les ICPE qui encourage comme vecteur de cette substitution le contrat avec toute une procédure administrative relativement lourde sur laquelle je reviendrai par la suite. Et pour finir sur ces propos introductifs, je pense que j'arrêterai là pour aujourd'hui, vendre un bien pollué ou potentiellement pollué est très risqué pour le notaire. Je vous l'ai dit, hein, les montants sont très élevés, mais la responsabilité peut être très lourde. Et il est vrai que pendant un temps, c'est moins vrai aujourd'hui, mais pendant un temps, ces subtilités liées aux biens pollués, notamment les installations classées pour la protection de l'environnement, n'étaient pas bien connues de la profession. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais je vous citerai par exemple un ancien arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 31 décembre 2007, où les termes de la Cour d'appel étaient très, très durs. Hein. On disait que le notaire ayant instrumenté cette vente voit sa responsabilité engagée et est condamné solidairement avec le vendeur. En effet, ouvrez les guillemets, un notaire en sa qualité de professionnel ne peut ignorer la réglementation légale existant en matière d'installation classée pour la protection de l'environnement. Or, en l'espèce, il a été démontré qu'il ignorait l'existence des textes et qu'il n'avait informé aucune des parties, en particulier l'acquéreur, de tous les risques liés aux installations classées, toutes les précautions qu'il fallait prendre lorsqu'il y avait acquisition d'un terrain qui était une ancienne ICPE. Alors, c'est un cas d'école, il faut le dire. Désormais, aucun notaire qui se livre à ce type d'opération ignore l'existence de ces textes spéciaux. Je ne dis pas que tous les notaires sont des spécialistes du droit de l'environnement, mais en tout cas, ils n'ignorent pas leur existence. Et quant au droit commun, il faut faire très attention. Et c'est là que c'est plus compliqué pour le notaire. Autant l'existence des textes spéciaux, pour lui permettra d'appliquer les règles ICPE assez facilement. En revanche, il faut également qu'il maîtrise très bien le droit commun, parce que très souvent, pour un certain nombre d'opérations immobilières, ce n'est pas le droit spécial qui va s'appliquer, mais c'est le droit commun. Et donc, prévoir des clauses exonératoire de garantie des vices cachés, dans des hypothèses qui ne relèvent pas des textes spéciaux, c'est un réflexe qu'il doit avoir, et s'il n'a pas ce réflexe, eh bien, il pourrait engager sa responsabilité, comme l'illustre un arrêt dont vous aurez les références sur le PowerPoint de la Cour d'appel de Lyon du 18 juin 2015, dans lequel on avait justement un acte de vente, un site pollué, qui ne relevait pas de l'ICPE, ni des déchets, et le notaire a engagé sa responsabilité puisqu'il avait omis de conseiller l'introduction dans l'acte d'une clause de non-garantie des vices cachés, puisque vous savez que la pollution est analysée juridiquement comme un vice caché, et que cette clause de non-garantie, entre particuliers, est parfaitement valable, entre professionnels est parfaitement valable, sauf les cas particuliers de clauses abusives, 212.1 du Code de la consommation, 442.1 du Code de commerce ou 1171 du Code civil. Mais en dehors de ces cas particuliers, la validité de principe de ce type de clause est consacrée et elle est particulièrement importante dans l'hypothèse où il y a un bien pollué ou potentiellement pollué. Alors voilà pour les propos introductifs. Ce que je ferai la prochaine fois, c'est que je procéderai en deux temps. Je verrai dans un premier temps comment on prépare un dossier, une sorte de modus operandi, quelles sont les étapes que l'on doit respecter lorsqu'on prépare un dossier de cession d'un bien pollué ou potentiellement pollué, qui peut être une simple maison, mais qui peut être un gros site industriel. Vous voyez des hypothèses très différentes. Ça peut être des cessions de droits sociaux, cessions de fonds de commerce, ou éventuellement un apport en société ou une vente immobilière classique. Donc ça sera le premier temps. Et le deuxième temps, ce sont des questions qui touchent davantage à la rédaction des actes et voir quelles sont les clauses, comment on les rédige, comment on les prépare. Et tout cela vous permettra d'avoir une vision d'ensemble de ce qu'on attend de vous lorsque il y a un bien pollué ou potentiellement pollué.
Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une belle journée de confinement et prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.